Bienvenue sur Ici Éco. La commission des finances et du budget présidée par le député Brahim Kenaan a achevé l'étude du projet de budget 2026. Monsieur Kenaan doit remettre son rapport au président de la Chambre des députés afin que l'Assemblée générale se réunisse pour en débattre et l'adopter la semaine prochaine, avant l'expiration du délai constitutionnel. La commission a introduit plusieurs modifications majeures au projet du budget 2026, notamment la suppression de nouvelles mesures fiscales et la limitation de l'augmentation de certains frais aux seules différences de taux de change. Elle a également approuvé des crédits supplémentaires de 4 500 milliards de livres libanaises au ministère de la Santé pour l'hospitalisation et les médicaments anticancéreux, ainsi que 1 500 milliards de livres pour le fonds des enseignants au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. En outre, environ 386 milliards de livres ont été alloués au ministère de l'Environnement pour financer des projets communs avec les municipalités, notamment dans le domaine des déchets solides. La Commission a également renforcé le budget de l'armée compte tenu du coût de son déploiement dans le sud, ainsi que les postes liés à l'alimentation, à l'équipement et aux soins médicaux au sein de l'armée, des forces de sécurité intérieure et la sûreté générale et de la sécurité de l'État. Un montant de 1000 milliards de livres libanaises a aussi été approuvé pour renforcer le budget de la défense civile afin de lui permettre de développer ses capacités et de poursuivre sa mission. La Commission a par ailleurs validé une enveloppe de 961 milliards de livres libanaises pour l'université libanaise, incluant la révalorisation des heures de vacation et le règlement de dettes accumulées liées au bâtiment, à la maintenance et au loyer. Elle a également renforcé les crédits alloués aux organes de contrôle tels que l'inspection centrale, l'autorité nationale de lutte contre la corruption, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel et le Conseil supérieur de discipline. Durant cet épisode, nous aborderons les principaux dossiers économiques et financiers avec l'ancien ministre de l'économie et du commerce, le professeur Alain Hakim, sans négliger certaines questions politiques. Toujours un plaisir de vous recevoir, professeur Hakim. C'est un plaisir aussi. Donc voilà, sur le plan politique, le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Assem, est récemment revenu sur le devant de la scène en accusant le gouvernement de livrer le Liban à Israël pour le simple fait d'avoir évoqué la question de l'exclusivité des armes aux mains de l'État. Votre commentaire, n'est-il pas paradoxal que celui qui accuse les autres d'attiser la discorde soit le même qui est souvent fait référence notamment à travers sa célèbre déclaration, je me rappelle, nous mènerons une bataille de Karbala pour préserver les armes. C'est-à-dire, c'est un renversement dangereux des concepts internationaux et de souveraineté. Accuser l'État de livrer le Liban à Israël simplement parce qu'il évoque le monopole des armes est absurde. Alors qu'en fait, l'État, c'est l'État. Et le moins paradoxal dans tout ceci, c'est ceux qui eux-mêmes sont en train de semer la discorde, eux-mêmes qui ont semé la zizanie, eux-mêmes qui ont semé la mort et la destruction au niveau du Liban, sont en train de vouloir être les défendeurs de la souveraineté libanaise vis-à-vis d'Israël. Dès lors, qui menace réellement la paix civile? Donc la paix civile est menacée en fait par un groupement terroriste armé hors la loi, parce que là nous devons être clairs. Aujourd'hui, quand le Hezbollah se soulève contre l'État libanais et contre les décisions gouvernementales et le président de la République, on a affaire à un groupe hors la loi qui est en train de s'activer en termes militaires, en termes d'État dans l'État, et bien sûr en termes de guerre et paix. Et ceci est inacceptable au niveau d'un État d'une manière globale, ce qui est logique d'une manière générale. Mais malheureusement, nous avons affaire à un groupement dont la mission est illogique par définition. C'est un groupement qui a été implanté par l'Iran au Liban, c'est un groupement qui est financé, qui est armé, ou qui l'était en tout cas, qui avait des objectifs non nationaux, non souverainistes. Donc automatiquement, nous discutons avec qui? Nous sommes en train de discuter avec un groupe paramilitaire hors la loi qui est en train, bien entendu, d'agir à sa guise et de porter préjudice
à l'État libanais et aux citoyens libanais journalièrement. Le parcours politique de Naïm Assem s'inscrit dans celui d'un parti qui a entraîné le Liban dans des guerres sans décision nationale, accru son isolation politique et son isolement économique et lié son destin à des conflits régionaux dans le pays et dont le pays ne peut supporter locaux. Donc les déclarations des responsables du Hezbollah en tête desquels Naïm Assem rejetant l'exclusivité des armes au nord du Litanie et menaçant d'une guerre civile constitue une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu, une, une atteinte à la légitimité libanaise. Dans un registre proche, comment analysez-vous la campagne menée par le Hezbollah contre le président de la République, Joseph Aoun? D'abord, le fait qu'il y ait une campagne du Hezbollah contre le président de la République donne raison au président de la République sans rentrer dans les détails. En second lieu, ceci révèle en fait une incapacité totale du Hezbollah de pouvoir s'assujettir à un État, à une institution. Donc en fait, ils veulent préserver cette indépendance militaire qu'ils ont, cette indépendance sur le terrain, qui aujourd'hui n'est plus de mise. Et en fait, au niveau international et au niveau régional, ceci est refusé complètement, non seulement à ce niveau-là, mais aussi au niveau interne. Et il est clair qu'aujourd'hui, il est inacceptable que les armes soient gardées par le Hezbollah, que ce soit au nord, au sud, ou à l'ouest ou à l'est. Partout. Partout au Liban, ceci a été clair, ceci a été écrit, ceci a été approuvé. Et en fait, aujourd'hui, la mise en place de ce gouvernement et du président de la République et ainsi de suite, avec en espérant bien entendu que nous puissions finir du troisième verrou qui est le Parlement libanais, a comme objectif principal le rétablissement de l'État libanais et de rebâtir cet État qui, en fin de compte, a été détruit par le Hezbollah. Vous êtes convaincu que le parti cherche à compenser son échec face à Israël en se retournant contre l'intérieur libanais? Il est clair qu'aujourd'hui, le Hezbollah essaye de trouver d'abord une sorte d'échappatoire vis-à-vis de son gros échec vis-à-vis d'Israël. Et bien entendu, essaye de se retourner non seulement contre l'intérieur, mais aussi de donner et d'insuffler un peu de motivation à ses partisans et à sa base. Ce qui ne passe vraiment pas, parce que nous savons et nous le remarquons qu'aujourd'hui, même au niveau de la base et au niveau de leurs partisans, il y a un certain remue-ménage qui en dit long sur les relations entre la tête du Hezbollah et sa base. Pour ceci, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, tout le monde en a marre. Tout le monde veut finir. Nous pensons aujourd'hui à une paix durable. Même sa base populaire. Voilà, même sa base populaire. On a remarqué les derniers remous qui ont eu lieu entre Amal et Hezbollah à ce niveau. Et bien entendu, dans le Hezbollah, vous avez plusieurs courants, en fait plus ou moins deux. Un plus ou moins libanais, l'autre complètement iranien. Donc ce clash qui a lieu entre les deux est en train de prendre de l'ampleur. Et aujourd'hui, on ne peut que venir se préserver derrière un bouclier souverainiste qu'est l'État libanais. Et c'est ce qu'a proposé le président de la République, le général Joseph Aoun, durant son discours vis-à-vis des diplomates, le dernier discours qu'il a fait. Donc il a proposé de nouveau encore, venez vous cacher, venez vous préserver, venez vous protéger derrière le bouclier qu'est l'État libanais. À mon avis, ce n'est pas grande chose à demander de citoyens libanais qui en fait ne doivent que s'assujettir aux lois libanaises et bien entendu aux décisions gouvernementales libanaises. Est-ce que les Libanais sont condamnés à payer encore une fois le prix de l'attente iranienne d'une guerre ou d'un compromis? Aujourd'hui, à cause du Hezbollah, grâce à la présence du Hezbollah et sa même mise sur la confession chiite, malheureusement, parce qu'elle est aujourd'hui, c'est un monopole, et ce monopole n'est pas dû parce que la communauté chiite aime le Hezbollah. C'est parce que la communauté chiite a peur du Hezbollah. C'est parce que la communauté chiite, je parle globalement, a peur des armes. Donc c'est sous la menace, sous la peur, sous
les pressions qui ont lieu quotidiennement, que cette confession est en train d'avoir un monopole bipolaire, si on veut, entre Hezbollah et Amal. Je parle surtout de Hezbollah, bien entendu. Donc, à mon avis, si jamais on finissait de ce monopole, une fois pour toutes, en finissant des armes d'abord, il y aurait sûrement aujourd'hui de nouvelles figures chiites qui vont sortir et qui vont prendre la relève à ce niveau-là, beaucoup plus nationalistes, beaucoup plus souverainistes, beaucoup plus libanaises. Quelle alternative le Hezbollah propose-t-il à la vision avancée par le président de la République pour protéger le Liban et assurer la sécurité des citoyens? À ce jour, il n'y a aucune proposition concrète valable du Hezbollah à ce niveau-là. Au contraire, c'est la reprise du même discours, des mêmes actions, des mêmes outils pour pouvoir perdurer dans leur présence en tant que base avancée militaire iranienne sur le sol libanais, ni plus ni moins. Donc il faut être clair à ce niveau. Et le discours quotidien que l'on entend par par Naïm Qassem ou par les députés du Hezbollah ne font que confirmer ce que je viens de dire. Nous allons passer au dossier économique et financier et l'adoption par la Commission des finances et du budget du projet de loi 2026. Certes, le budget a été préparé dans les délais constitutionnels, contrairement aux pratiques antérieures marquées par des retards répétés, mais l'accent mis sur la forme semble s'être fait au détriment du fond. De quel budget le Liban a-t-il réellement besoin aujourd'hui? Comme vous l'avez si bien dit, on est face à une avancée procédurale. C'est bien que ça existe, mais franchement, le citoyen libanais en a marre. C'est bien que ça existe. En fait, nous voulons une avancée stratégique. Et non pas un papier comptable. Voilà. Donc aujourd'hui, on est face à un vide complet stratégique. Nous avons affaire à des dépenses, ni plus ni moins. Il y a une absence de fonds totale. Aujourd'hui, on a besoin plus qu'un budget comptable. On a besoin de transition, de redressement, un budget qui prend en compte le plan économique qui devrait faire ses effets au niveau de la relance du cycle économique, avec une protection sociale, bien entendu. On devrait parler aussi de reconstruction, de réforme. Oublions la reconstruction, disons, pour le moment, suite à l'état souverainiste du pays qui, jusqu'à ce jour, n'a pas encore éclos d'une manière adéquate. Mais néanmoins, un début de reconstruction déjà, une réforme de l'État. Parce que la réforme de l'État est obligatoire aujourd'hui. On ne peut pas, et tout ça, encore une fois, sans terminer et finaliser la question souverainiste à travers le monopole des armes, ne peut avoir lieu. Mais est-il raisonnable que le gouvernement ait choisi d'éviter les dossiers sensibles dans le projet de loi du budget 2026 et de présenter simplement un document qui ressemble davantage à un simple registre, dire, de recettes et de dépenses sans politique financière, sans vision? Malheureusement, c'est faire du surplace jusqu'à aujourd'hui. Et ceci dure déjà depuis bien longtemps, je dirais plus ou moins 14 ans, où nous avons une reprise totale d'un simple plan comptable, si on veut dire, d'un simple calcul comptable, un calcul d'épicier, qui ne mène à rien en fait, parce qu'il n'y a aucune relation avec ce qu'on appelle la durabilité économique, le développement durable, la durabilité financière, le rétablissement de l'autorité de l'État au niveau financier d'une manière globale. Et tout ça est un manque total de confiance, de gouvernance et bien sûr de souveraineté, même au niveau du budget. Le Premier ministre Nawaf Salam a déclaré depuis Davos que le Fonds monétaire international avait émis des réserves sur le projet de loi relatif à l'organisation financière, soulignant que les remarques du FMI ne constituaient pas des dictats. Donc, il semble également que le FMI ait rejeté certains éléments du projet de loi sur le gap financier. Comment interprétez-vous les propos du Premier ministre? Bon, d'abord, il faut être clair, ce qui n'a pas été dit par le Premier ministre, c'est que d'abord le risque est systémique et la crise est systémique. Elle est plutôt aussi globale. Il faut être clair à ce niveau-là pour commencer à comprendre les choses comme elles sont dans son ensemble. Aujourd'hui, le FMI n'impose pas, bien entendu, mais il met des priorités, il met des garde-fous, il met des points
en termes des points à établir, des points à mettre en place. Donc, avec une absence totale de crédibilité à ce niveau-là, d'abord sur les avoirs de la Banque du Liban et du secteur bancaire d'une manière globale. Il n'y a pas eu d'études à ce niveau-là jusqu'à ce jour. On met tout le monde dans un même paquet, on fait perdre toutes les banques tout leur capital plus ou moins, on rejette la responsabilité sur les déposants et bien entendu l'État est mis à l'écart. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une priorité qui commence par l'État, la Banque centrale, les banques bien entendu, les déposants qui ont payé déjà leur dû et leur haircut d'une manière indirecte ou directe sur 6 ans. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de démarrer une crise financière. Ça fait déjà 6 ans. On est en train de vivre Depuis une 2019. crise financière depuis 6 ans et elle va durer encore parce que n'oublions pas que même les solutions, si elles sont adoptées aujourd'hui, ne pourront pas avoir lieu aujourd'hui. Elles seront étalées sur le nombre d'années à venir. Encore une fois, il faut qu'il y ait une loi. Personne n'est contre. Il faut qu'il y ait une loi pour sortir de ce chaos financier et économique, mais néanmoins, à n'importe quel cours. mais pas cette loi, mais pas ce genre de loi. Il est nécessaire qu'on puisse modifier à tout prix pour aboutir à une meilleure solution. Donc, vous êtes d'accord pour dire que le projet de loi sur le gap financier, élaboré par le gouvernement, comporte une orientation extrêmement dangereuse pour l'avenir de l'économie libanaise? Il est clair aujourd'hui qu'avant de commencer de mettre en place une loi, il est nécessaire que cette loi inclue ce qu'on appelle des prerequisites. D'abord, savoir pourquoi ceci a eu lieu, pour pouvoir éviter que ceci se répète. Deuxièmement, pouvoir évaluer les actifs de l'État libanais et de la Banque centrale d'une manière globale, pour voir s'ils pourront, bien sûr, supporter ce plan de restitution des dépôts. Et en troisième lieu, bien entendu, de pouvoir pénaliser les personnes responsables de ceci. Parce qu'en fin de compte, tant qu'il n'y aura pas de pénalisation, ceci va être répété, ceci va être refait, tout le monde sera à l'abri de toute poursuite judiciaire, et ceci est inadmissible vis-à-vis de ce qui s'est passé. Une fois ceci déjà établi, on peut à ce moment mettre les bases d'un plan d'une manière globale. N'oublions pas qu'il y a des aberrations dans le plan actuel, où par exemple, je vous donne un simple petit exemple, si nous commençons par ce qui est le plus alléchant, les 100 000 $ qui doivent être restitués sur 4 ans, le coût total de ceci s'estime en milliards. Alors que nous 19, savons 20, 21, 22 milliards. plus ou moins, grosso modo. Avec en plus le fait que nous devons savoir, et ceci doit être clair, qu'aujourd'hui les avoirs des banques, au niveau des banques correspondantes, est plus ou moins de 5,3 milliards. Néanmoins, les 5,3 milliards ne sont pas aux banques. Ces 5,3 milliards ont une partie pour les déposants actuels, c'est-à-dire en argent frais. Et bien entendu, il y a des obligations. Qu'est-ce qui nous reste en fin de compte après le calcul? Grosso modo, 1,5 milliard. Comment pouvons-nous comparer 22 milliards, ou 20 milliards, ou 18 milliards à 1,5 milliard? Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de préconiser? Qu'est-ce qu'on est en train de proposer? Est-ce que ceci est scientifique et logique? Répondez-moi à cette question. Qu'est-ce qu'on est en train de proposer? On est en train de proposer un plan de faillite totale du secteur bancaire libanais et du déposant libanais. Donc, vous ne partagez pas l'affirmation du Premier ministre Nawaf Salam selon laquelle l'État serait en mesure de restituer jusqu'à 100 000 $ à chaque déposant sur 4 ans grâce aux réserves de la Banque du Liban et la liquidité des banques. Et il a bien mentionné aussi la croissance économique attendue. Puisque nous pouvons bien entendu restituer ces montants à travers la Banque du Liban et la réserve obligatoire, qui n'est pas d'ailleurs à la Banque du Liban, qui est aux déposants libanais, puisque nous pouvons le faire, injectons cet argent dans le cycle économique libanais, parce qu'en fin de compte, le problème de l'économie est un problème de liquidité. Injectons cette liquidité, sans rentrer dans les détails, pour pouvoir faire revivre le cycle économique, et à ce moment, la restitution des dépôts commencera à avoir lieu. Donc, le projet de loi contribue-t-il réellement à une restitution des fonds des déposants? À ce moment, jusqu'à ce jour, ceci est simplement de l'encre sur un morceau de papier. Mais comment le Premier ministre Nawaf Salam peut affirmer que 85% des déposants seraient intégralement remboursés jusqu'à 100 000 $, alors que le coût de ce remboursement et de la couverture de ces 100 000 dépasse les 22 milliards de $? On vient de le dire d'ailleurs, c'est aberrant, parce que cet argent n'existe pas. Et à ce moment, je me demande comment pourrons-nous remplir cette promesse vis-à-vis des déposants libanais et vis-à-vis du citoyen libanais. Donc il y a une question de responsabilité sociale. On ne peut pas raconter n'importe quoi
aux Libanais, aux citoyens libanais. Il est clair qu'il faut qu'il y ait encore une fois transparence, gouvernance et bien sûr une approche beaucoup plus crédible. Le projet du gouvernement fait peser la majeure partie de ce coût aux banques, au secteur bancaire et donc aux déposants. Donc, il fallait procéder à une évaluation de la liquidité disponible afin de vérifier la capacité réelle de la Banque centrale et du secteur bancaire à honorer ses engagements. Vous êtes d'accord? Complètement, bien entendu, parce qu'il est clair. Mais donc, qui assurera les pertes subies par les déposants en cas de liquidation du secteur bancaire lors de l'application de ce projet de loi? C'est la question qui est posée. Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons, même au niveau de la liquidation des banques, elles ne permettent pas la restitution des dépôts. Donc, automatiquement, la seule solution qui existe, c'est à travers un échéancier de restitution, à travers des paiements mensuels. Nous sommes tous d'accord, personne n'est contre. Néanmoins, il est nécessaire que cette restitution, à travers un échéancier et des montants spécifiques, soit basée sur une approche solide, financière, économique, qui réponde bien sûr aux besoins futurs de ceux-ci. C'est-à-dire, en fin de compte, encore une fois, repousser le cycle économique, refaire marcher le cycle économique, ainsi de suite, et bien entendu une normalisation du secteur bancaire en termes transactionnels qui permettrait d'insuffler à ce moment une certaine liquidité avec l'aide de l'État libanais. N'oublions pas que jusqu'à aujourd'hui, nous avons une croissance positive, simplement par l'initiative personnelle du citoyen libanais jusqu'à ce jour. Imaginons cette croissance avec l'aide aussi de l'État. Elle serait double, à mon avis, encore mieux. Automatiquement, encore une fois, le cycle économique reprendra des forces, des couleurs. En même temps, il y aura une normalisation du secteur bancaire. Et ceci est facile à faire à travers, encore une fois, une injection de liquidité au niveau du marché libanais. Une injection qui n'est pas phénoménale, en fin de compte. Et l'argent existe entre le surplus qu'il y a au niveau de l'utilisation de l'or et au niveau, bien sûr, des réserves obligatoires qui peuvent être utilisées à cette fin. Ah, c'est ça. Le projet proposé par le gouvernement prévoit également l'émission par la Banque centrale des certificats financiers à long terme, de 10 à 20 ans, adossés aussi aux actifs de la BDL et représentant les dépôts moyens élevés et très élevés, renforcés par les revenus générés par ces actifs et le cas échéant par leur liquidation. D'où l'État tirera-t-il les garanties évoquées dans ce projet? Le plus comique dans l'histoire, c'est que lorsque la question a été posée au président du Conseil, la réponse a été « Que puis-je savoir de l'économie libanaise sur les 5 ou 10 prochaines années ?» S'il ne sait pas lui-même que sera l'économie libanaise, nous parlons de quelle asset-backed security? Parce que le mot veut dire des actifs supportés. Donc il y a un support. Qui est le support en fin de compte? Si nous ne savons pas qu'est-ce que sera l'économie, simplement l'État libanais, les actifs, il y a des moyens, bien entendu. L'État est riche, l'État peut se permettre. Et solvable. Et solvable, bien sûr. Et avec l'utilisation de ces actifs, je ne dis pas la vente, l'utilisation, licence, etc., il peut permettre à ce moment d'avoir des asset-backed security d'une manière adéquate. Mais pour le moment, ceci ne représente rien en termes de confiance vis-à-vis du citoyen libanais. Professeur Hakim, comment accepter un texte qui n'oblige pas clairement l'État à rembourser ses dettes envers la Banque centrale, ses dettes estimées à environ 16 milliards 500 millions de dollars hors intérêt? C'est encore pire. Parce que si nous prenons aujourd'hui le déficit actuel, on a entre 26 et 27 milliards électricité. Donc ça, c'est qui les a pris? Le déposant libanais ou les banques libanaises? Et ensuite, on a une affaire de 16,5 compte courant. On a une affaire de 13 qui ont été dépensés en termes de subventions, ce qui fait plus ou moins 45 à 50 milliards grosso modo, ce qui est énorme à ce niveau. Qui les a pris? Qui a pris cet argent? Qui a utilisé cet argent et à quelle fin? En termes de productivité, rentabilité, remise en place du cycle économique, rien du tout. On a dépensé cet argent pour rien. Donc, vu qu'il n'y a aucune productivité derrière cet argent, il y a une responsabilité de l'État vis-à-vis de ceci. En prenant en compte aussi un point essentiel qui est le fait, la reconnaissance de l'État de sa responsabilité. Ne fût-ce que la reconnaissance pour insuffler une certaine crédibilité à l'approche vis-à-vis du citoyen libanais, du déposant, et bien sûr des instances internationales. Cette fuite en avant est inacceptable.
Le projet de loi sur le gap financier vise à effacer environ 35 milliards de dollars des dépôts des épargnants sous prétexte de réduire l'ampleur du gap financier. Toute législation qui sanctionne rétroactivement des comptes accomplis conformément aux lois en vigueur porte atteinte au principe des droits acquis, d'autant plus que ces opérations étaient réalisées dans un cadre légal existant. Comment peut-on adopter une loi qui criminalise une large partie des déposants ayant respecté les circulaires de la Banque du Liban? Nous parlons d'une criminalisation à effet rétroactif. C'est-à-dire, je ne savais pas que ceci était pénalisé. 5 ans après, ceci est pénalisé. On me pénalise rétroactivement. Donc, c'est une atteinte au principe des droits acquis. Mais bien sûr, c'est une atteinte à tous les... En fait, à tous les principes. La loi sur le gap financier ou sur la fissure financière est pleine de problèmes en termes légaux et au niveau réglementation aussi. N'oublions pas aussi qu'il y a une transformation, on vient de le dire, des dépôts en certificats financiers ou à très long terme, ça il ne faut pas l'oublier, à très long terme, sans aucune garantie souveraine claire, on vient de le dire aussi, mais là il faut le répéter parce que ça aussi c'est une atteinte aux droits du citoyen et aux droits du déposant libanais. Et il y a une absence totale de l'État libanais à payer sa dette en fin de compte, comme nous l'avons déjà dit aussi, qui s'élève à 16,5, sans intérêt bien entendu. Et comment ce projet de loi conduit-il à une économie sans confiance et sans système bancaire fonctionnel, infligeant ainsi un nouveau coût à l'économie formelle? Il est clair aujourd'hui qu'à travers une approche telle qu'elle est proposée, va permettre d'encourager et de développer l'économie parallèle au détriment de l'économie officielle. Et ceci aussi est un danger permanent et journalier au niveau de l'économie libanaise. Et une pareille loi ne va pousser les gens que vers l'économie parallèle pour essayer de profiter de cette approche qui plus ou moins positive pour eux, alors qu'aujourd'hui, à travers une loi adéquate et à travers une approche adéquate, crédible, transparente, avec gouvernance, permettrait à toute la population et aux citoyens libanais de pouvoir réintégrer une économie officielle qui soit beaucoup plus transparente et claire. Professeur Alain Hakim, vous êtes ancien ministre de l'économie et du commerce. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.